Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et des technologies innovantes liées à la santé. Comme tous les mois, je suis accompagnée de Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Je rappelle que vous êtes président de Medicalps. Alors avant, je disais le cluster des entreprises innovantes de santé de l'Arc Alpin. Est-ce que vous validez ? Alors, je valide bien évidemment, même si je vous vois venir et que le mot cluster aujourd'hui a pris une autre signification péjorative, puisque quand on parle de cluster, on parle effectivement d'un regroupement de personnes liées à l'épidémie. Et nous sommes bien un cluster, ça faisait 20 ans qu'on employait le mot, une association qui regroupons effectivement plus d'une centaine d'adhérents d'entreprises dans le domaine des technologies médicales. Dans le respect des distanciations sociales, évidemment. Évidemment. Merci Vincent. Depuis début 2020, très difficile de parler santé sans évoquer la pandémie de Covid-19. Nous y reviendrons dans quelques minutes avec le professeur épaulard, infectiologue au CHU Grenoble-Alpes, Cécile Richaud, kiné, cadre supérieur et éducateur, toujours au CHU. Mais avant cela, on va jouer les Ponce Pilate et se laver les mains. L'hygiène des mains jusqu'à début 2020, c'était une douce utopie. On rabâchait à longueur de journée à ses enfants de se laver les mains, mais nous le faisions nous aussi souvent que ça l'aurait mérité, pas toujours. Pourtant, en 2017, Everclean Hand, une start-up mélanaise, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en proposant des bornes de désinfection des mains. Depuis l'apparition de la Covid-19 et de son cortège de mesures sanitaires et gestes barrières, j'ose dire qu'Everclean Hand a dépassé les bornes. Guillaume Bell, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur technique d'Everclean Hand. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionnent ces fameuses bornes ? Alors nous, on est sur des bornes qui sont sans contact. En fait, l'idée, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur l'usage pour que la désinfection de main ne devienne plus une contrainte, mais plutôt un geste agréable. Donc on a travaillé dès 2016 sur cette partie-là. Et en fait, on a conçu une borne qui s'appelle Everclean Rub. Une borne qui est sans contact. Il suffit juste de mettre les mains à l'intérieur. Vous attendez 7 secondes et on dispense un gel hydrovégétal sur les mains, qui est bien sûr désinfectant et hydratant sur la peau. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce produit ? Ce n'est pas du gel hydroalcoolique. Non, nous, on ne travaille pas sur du gel hydroalcoolique. On est sur une lotion qui est hydrovégétale, donc qui est 100% végétale, 100% naturelle. Donc, on travaille sur des acides lactiques de plantes qui sont mélangés, le concentré est mélangé à l'eau pour avoir cet effet désinfectant. Il y a une recette secrète, c'est un peu comme la liqueur des Chartreux. Oui, c'est ça, c'est une recette un peu secrète, mais qui est très réglementée. En fait, nous, notre produit a été validé par les autorités avec une autorisation de mise sur marché, simplifiée parce qu'on est sur des biocides, et on répond à 6 normes en vigueur, donc il est virucide, bactéricide et fongicide. Est-ce que cette lotion, elle est hypoallergénique, j'imagine ? Oui, il y a une étude dermato. En fait, alors je vais dire, contrairement à un gel hydroalcoolique, notre lotion est plutôt hydratante sur la peau. Ça ne dessèche pas du tout. Il n'y a pas de risque de brûlure ou même sur des plaies. Et donc, elle est aussi hydratante. Oui. Donc, il n'y a pas de risque plusieurs fois par jour Non. On n'aura pas les mains qui pèlent. Non, pas du tout. Donc, vous l'avez dit, il faut se laver les mains pendant 7 secondes. Pourquoi 7 secondes ? En fait, c'est un geste... encore une fois, on était vraiment sur l'usage. Donc nous, on fait une micro-pulvérisation de la lotion pour que le produit soit réparti de façon uniforme sur la main. Très clairement que ça couvre la totalité de la main pour que les mains soient bien désinfectées. Puis c'est un geste, alors 7 secondes, ça peut paraître long de temps en temps, si on compte 1, 2, 3 jusqu'à 7. Mais sur la machine, en fait, on a aussi un écran qui fait passer des messages à l'utilisateur et pour un petit peu le faire patienter, puis un effet ludique aussi. Et puis après, c'est pas la machine qui fait tout, il faut quand même se frotter les mains. Il faut se frotter les mains en sortant, les mains sont légèrement humides, alors le produit est vraiment réparti, ça ne coule pas, et réparti sur la totalité de la main, donc les mains sont légèrement humides, mais il faut frotter pour aussi avoir un effet désinfectant sur la main. Alors depuis ces derniers mois, est-ce que vous n'avez pas été dépassé par la demande ?
Alors, on a été effectivement dépassé. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le discours commercial a aussi changé. Il y a quelques mois, on disait que l'hygiène des mains était important. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le dire. Après, il y a eu cette crise en France où on a eu beaucoup d'appels entrants et on était en train de se structurer aussi industriellement. Et aujourd'hui, on est plus dans l'approche de dire il y a des solutions qui ont été mises à disposition de clients, d'utilisateurs. On va dire plutôt low cost ou plutôt des choses rapides. Alors, on voit des bornes à pied où généralement on s'en met un peu de partout, où ça ne tombe pas. Souvent à base d'alcool, je vais même dire quasiment toujours à base d'alcool et de produits chimiques. Donc on voit aussi des limites. Hein. Et donc on est plus, on dit souvent qu'on était là avant, pendant et après Covid. Donc on est plutôt sur une solution long terme. Voilà. Vous proposez aussi, depuis le début du mois de septembre, des bornes pour les enfants. Est-ce qu'elles sont différentes? C'est le même contenu? Qu'est-ce qui change? Alors, il n'y a pas grand-chose qui change. On est toujours sur notre lotion hydrovégétale. Le geste est exactement le même. Bon, forcément, elles sont réduites en taille pour s'adapter aux enfants, on va dire de 6 à 12 ans. Et puis, elles ont un côté ludique parce qu'on a travaillé sur une vraie personnalisation avec des petits personnages et une histoire aussi qui raconte ça sur l'écran. Et on est vraiment sur le côté ludique et pour l'apprentissage, quoi. Les bornes, si on se lave les mains plus souvent, elles se déchargent plus vite. Il faut les remplacer. Vous prévoyez aussi ça? Il y a un contrat de maintenance? Alors, il y a un programme de maintenance. Déjà, nous, on est sur un modèle de recharge. Les bornes, il y a des poches souples qui font 2000 passages de main, en fait, à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le consommable. Encore une fois, on avait travaillé sur l'usage au tout début. On a connecté nos bornes en 3G de façon autonome. Il y a juste, au niveau, il y a un branchement 220 à 1 mètre. Les bornes sont connectées directement au réseau pour pouvoir suivre l'usage à distance et aussi que la borne puisse avertir l'exploitant lui disant qu'il n'y a plus de produit. Comme ça, les machines sont toujours en fonctionnement. Voilà, qu'il faut la recharger. Ça coûte combien une borne? Alors, une borne, aujourd'hui, ça coûte 175 €. Nous, on est sur un modèle de location. Sur 24 mois, ça coûte 175 € pour une borne. Après, voilà, on travaille sur des modèles différents où il y a un peu plus de produits. Vincent, vous connaissez bien cette entreprise? Vous l'avez vu grandir? C'est une entreprise mélanaise, effectivement, que j'ai eu le plaisir de voir grandir depuis l'origine. On voit bien, effectivement, l'évolution, même dans le discours, j'allais dire, la façon de se présenter. Je pense qu'avant, il fallait quelque part éduquer chacun sur l'importance de se laver les mains. Et aujourd'hui, ça paraît une évidence. Quels sont, au-delà, vous évoquiez, Marie-Caroline, la borne pour les enfants, quels sont les autres projets de développement que vous avez sur le court moyen terme? Alors, à très court terme, on a développé une borne qu'on appelle borne nomade, qui est destinée aux engins roulants. Alors, toujours basée sur notre lotion, parce que c'est vraiment notre force, hein. Enfin, c'est vraiment là où on est différenciant. On l'appelle borne nomade parce que c'est une borne qui est destinée à tout ce qui est engin roulant. Bus, métro, ça peut être tram, pompiers, ambulances, voilà, tout ce qui bouge. Alors, plus petite, et là on est sur un usage qui est très rapide parce qu'on a 1 seconde d'application et où on se différencie par rapport à des bornes classiques, c'est qu'on transforme une mousse dans la main. Alors, la mousse, elle a le gros avantage de ne pas couler. On peut retourner la main et la noisette de mousse reste collée, donc au moins on ne salit pas par terre, on ne tâche pas les moquettes ou les tissus. Et puis elle se répartit très bien sur la main aussi. Et c'est à partir des mêmes composants naturels? Exactement la même composition de notre lotion, c'était notre cahier des charges, oui. Exactement. J'imagine que vous êtes en forte croissance. Où sont fabriquées toutes ces bornes? Alors nous, on a toujours eu pour vocation de faire une borne française, hein, on va dire 100% made in France. On va aller un peu plus loin, on va même dire 80% région Rhône-Alpes, Auvergne, et il y a une grosse partie qui est faite en Isère, une très très grosse partie. Donc on est vraiment sur des sous-traitants locaux. Un de nos sous-traitants forts est au Versou, à Saint-Marcelin, Valence, et on travaille aussi avec un ESAT sur Grenoble. Des projets de développement international? Bien sûr, on a déjà des bornes qui sont alors même Luxembourg, Belgique, Suisse, Nouvelle-Calédonie. On a une borne à La Réunion depuis pas longtemps et on est en train de déployer sur certains pays. Et pour accélérer tous ces développements, des projets de levée de fonds? Bien sûr, une levée de fonds pour début d'année prochaine, très certainement, pour accélérer notre développement commercial et marketing. Merci beaucoup, Guillaume Bell. Merci beaucoup. Vincent, de votre expertise. On vous souhaite bonne route à La Réunion beaucoup. ou ailleurs pour aller installer des bornes. C'est plutôt sympa, Réunion, Nouvelle-Calédonie. Un peu compliqué parfois quand même en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Plein de nouvelles bornes et puis à très vite dans Check-up. Merci. Merci beaucoup.
Après un été relativement calme, l'épidémie de Covid-19 repart de plus belle. On en parle dans un instant avec des spécialistes, un témoin et Vincent Tomplard, bien sûr. Nous accueillons à présent 3 invités pour revenir un peu sur ces premiers mois d'épidémie de Covid-19, cette rentrée, leur expérience. Cécile Richaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute, cadre supérieur de la rééducation au CHU Grenoble-Alpes. À vos côtés, le professeur Olivier Pollard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous infectiologue au CHU Grenoble-Alpes. Et puis Fabien Cazenave, bonjour. Bonjour. Vous avez, vous, été positif au Covid-19 en mars 2020, ce qui vous a valu un séjour à l'hôpital. Et ce n'est pas tout à fait fini. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Pollard, après un été plutôt calme, le nombre de cas de Covid-19 a grimpé de façon exponentielle depuis la rentrée. Qu'est-ce qui explique cela ? Ce qui explique ça, la première raison, c'est que le virus s'est remis à circuler. Peut-être que c'est au gré des mouvements de population qu'il y a eu pendant les vacances, et en particulier parmi les gens de moins de 60 ou de 50 ans, qui a permis à plus de personnes d'être au contact du virus et qui ensuite l'ont peut-être ramené dans différents endroits, certains endroits plus que d'autres. Et effectivement, l'Isère fait partie des départements les plus touchés. Surtout, ce qui se passe, c'est qu'on a maintenant des capacités de test beaucoup plus importantes qu'au printemps. Au printemps, on ne testait que les personnes les plus graves. Et effectivement, on a bien vu une petite partie de l'épidémie, les cas les plus sérieux. Actuellement, on a la capacité de tester 6 ou 7 fois plus. Et donc, on comprend beaucoup mieux l'épidémie dans toute sa dimension asymptomatique. Il y a à un moment, même la moitié des gens testés positifs n'avaient aucun signe. Et grâce à ce déploiement de tests, on a une meilleure compréhension de l'épidémie. On teste beaucoup plus de gens positifs, sans pour autant que ça veuille dire qu'il y ait énormément de gens hospitalisés. Mais on est quand même, oui, sur une augmentation. Et si on voit les cas augmenter avec des formes peu graves, ça veut dire aussi, là, fin septembre, qu'on voit les hospitalisations augmenter et qu'on voit les hospitalisations augmenter en réanimation. Donc on est actuellement sur une pente d'augmentation pour laquelle on n'est pas certain de savoir, mis à part avec un vaccin, quand est-ce que ça pourra se maîtriser. On va développer un petit peu tout ça. La métropole grenobloise, vous l'avez dit, est particulièrement touchée alors qu'elle l'avait finalement très peu été lors de la première vague. On ne peut pas vraiment dire ça, puisqu'on était moins touché effectivement que le Grand Est, voilà. Moins touché que la région parisienne, mais par exemple, on a été beaucoup plus touché que le Sud-Ouest, pour lequel, pour plein de raisons différentes, l'épidémie a été assez peu importante là-bas, alors qu'à Grenoble, on a été sur une position un peu entre les deux, si vous voulez. Est-ce que finalement, le fait d'avoir été confiné, alors que le virus avait circulé, peut-être pas plus que dans d'autres régions, mais moins, est-ce que notre taux d'immunité collective n'était pas trop bas ? Personne n'a le bon taux d'immunité actuellement, même les endroits où le virus a beaucoup circulé. Étant donné le taux de contamination lié à la Covid-19, si on voulait que la population soit suffisamment immune, qu'il y ait suffisamment de personnes positives par le passé, pour empêcher la circulation dans la population, il faudrait qu'il y ait au moins une personne sur 3 ou une personne sur 2 déjà positive. Or, on en est très très loin. On est au maximum à 10, peut-être 15%, et encore, disons, à 10%. Et heureusement d'ailleurs, parce que si le virus avait circulé chez une personne sur 3 ou une personne sur 2, en termes de mortalité, on aurait eu peut-être 5 fois ou 8 fois plus de morts. Donc heureusement qu'il y a eu le confinement, ça a permis de casser l'épidémie fin mars, début avril en France, ça a permis d'empêcher que le système de santé soit mis sous pression de manière très négative et ça a permis effectivement de stopper la circulation. Et maintenant, c'est à nouveau en train de circuler et la question que se posent pas mal de gens, c'est mais est-ce qu'il ne faudrait pas reconfiner ? Et c'est un débat qui reste encore ouvert, même si la plupart des personnes disent, et à mon avis à juste titre, si on a le masque et si on porte tout le temps le masque, on n'aura probablement pas besoin de reconfiner. En tout cas, fin septembre, c'est ce qu'on pense. Est-ce que le taux de positivité concerne plus un certain type de population ? Je pense aux jeunes, aux étudiants. Grenoble est une ville très étudiante. Et pour quelle raison ?
Oui, actuellement, la part de l'épidémie, la population chez qui l'épidémie est la plus importante, c'est les gens de moins de 50 ans. Et ça va avec le fait que c'est la population qui a été le plus mobile pendant cet été, et donc peut-être qui a été le plus exposée à de la transmission. Et c'est aussi la population qui peut-être sort plus que les autres, se retrouve plus fréquemment dans des lieux à plusieurs, dans des concerts, dans des bars, qui peuvent être des endroits où le port du masque, en particulier dans les bars, n'est pas forcément si simple que ça. Ce qui peut expliquer donc que ce soit actuellement chez eux, chez les moins de 50 ans, que le virus soit le plus souvent retrouvé. Mais notre inquiétude, c'est que si elle diffuse de façon importante chez eux, elle va commencer aussi à diffuser chez les gens qui ont 10, 20, 30 ans de plus qu'eux. Or, ces gens-là, en particulier appelés 65 ans, c'est eux qui ont le plus de risques de faire une forme grave. Et donc, voir circuler l'infection chez les gens de moins de 50 ans, ça veut dire voir augmenter le risque de voir arriver des gens de plus de 60 ans avec des formes graves. Fabien Cazenave, vous n'êtes pas particulièrement jeune, vous n'êtes pas âgé non plus. Est-ce que je peux vous demander votre âge ? J'ai 48 ans. Vous êtes plutôt sportif, Oui. Vous avez une allure sportive. Vous avez été contaminé au mois de mars, dans quelles circonstances ? C'était la fin de la campagne du premier tour des municipales. On avait beaucoup bossé et on avait manqué d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote le lendemain, le dimanche. Pas mal de gens qui étaient volontaires étaient plutôt âgés. Et c'était un moment où en fait les informations qu'on avait n'étaient pas encore complètement alarmistes. Mais sur les derniers jours, les gens se sont inquiétés. Et on a manqué de gens pour tenir des bureaux de vote. Donc j'ai tenu le bureau de vote toute la journée. J'ai peut-être pris un peu plus de risques. J'étais le plus jeune du bureau de vote. Donc je ne suis pas si jeune que ça, mais au bureau de vote, j'étais le plus jeune. Et donc j'ai peut-être touché un rideau qu'il ne fallait pas toucher. On a passé beaucoup de temps à nettoyer, tout ça. Toujours est-il que 6 jours après, j'avais les premiers symptômes. Alors les premiers symptômes qui se sont manifestés de quelle façon ? C'était assez anecdotique. J'ai perdu l'odorat complètement. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis une grosse fatigue. Mais c'était complètement... c'était assez anodin. Et puis au bout de quelques jours, j'ai eu de la fièvre, des douleurs fébriles et des gros maux de tête. Et surtout des nausées qui me gênaient pour m'alimenter. J'ai vraiment beaucoup de mal à manger. Même boire de l'eau, c'était devenu compliqué. Et... j'avais fait le 15, on nous suivait à l'époque par téléphone, on nous appelait tous les jours pour vérifier l'évolution de la maladie. Et un jour, on s'est rendu compte que je ne pouvais plus bloquer ma respiration. C'est en fait la perte de la respiration, c'est quelque chose d'assez insidieux, ça se fait de façon très progressive. On s'habitue petit à petit à respirer de moins en moins, comme au travers d'une paille, parce que si on respire trop fort, on tousse, on ne se rend pas compte que la respiration se dégrade à ce point-là. Alors heureusement, il y a un suivi, ils ont envoyé une ambulance. Et vous avez été hospitalisé ? Oui. Avec quels soins ? C'était assez simple. On nous met sous oxygène assez rapidement. On nous teste la saturation oxygène. En dessous d'un certain seuil, on nous met une supplémentation en oxygène. Ça, chez moi, en tout cas, ça a été assez rapide, le soulagement. En 3-4 jours... Déjà, les maux de tête, au bout de quelques heures, allaient mieux. Et au bout de 3-4 jours, une bonne partie des symptômes étaient atténués. J'avais été volontaire pour un protocole qui était Discovery. Donc, on m'a proposé du remdesivir. Je ne sais pas dire aujourd'hui si ça a aidé ou pas. Mais bon, 10 jours plus tard, j'étais dehors et disons, je respirais à peu près normalement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le protocole qu'a suivi Fabien, c'est toujours le protocole qui est en cours, Cécile Réchaud ? Là, il s'agit d'un protocole médical. Donc, je ne suis pas sur les médicaments, en tout cas, est-ce que ce protocole Discovery... C'était effectivement un protocole français piloté par l'INSERM qui a été mis en place très vite. La France a été un des pays qui a le plus vite mis ça en place pour traiter la phase aiguë, le moment où les gens ont de la fièvre, le moment où les gens sont le plus essoufflés. Et il y avait différents bras, comme on dit, c'est-à-dire différentes parties de l'étude où on pouvait recevoir tel ou tel traitement. Ce protocole a permis de montrer que certains médicaments avaient une efficacité probablement faible, et maintenant on s'en sert plus d'ailleurs, grâce à ce protocole. Et le remdesivir, qui a été montré comme ayant une action favorable, même si ce n'est pas miraculeux,
par un essai américain. On continue de le tester en France là, pour voir d'autres choses, pour voir des choses plus précises. Et ça, c'est le protocole pour la phase aiguë. Mais monsieur, vous, là, actuellement, vous êtes dans un protocole qui cherche à savoir quelles seraient les séquelles. Hein. Oui, c'est ça. Ce qui explique les petits sparadraps que vous avez sur le visage. Parce que vous revenez de l'hôpital et vous suivez en effet un autre protocole. Oui, c'est dans le suivi des patients qui ont fait une forme modérée ou sévère du Covid. Ils veulent regarder la récupération, éventuellement les séquelles. Et donc, on nous fait faire des tests respiratoires, des tests cardio. Et là, un test de sommeil pour ce soir, d'où mon apparence, désolé. Et voilà, donc c'est un test qui est prévu sur une assez longue durée. Ils espèrent aller jusqu'à 5 ans et voir un petit peu, comprendre un peu mieux comment on récupère de cette maladie. Ouais. Cécile Richaud, quels sont les soins de kiné d'une personne qui arrive à l'hôpital, comme a pu l'être Fabien Cazenave? Alors, selon le service, enfin le départ, l'arrivée de monsieur était en secteur médecine. Alors après, les kinésithérapeutes sont présents, quelle que soit l'arrivée, depuis la réanimation, le post-réanimation, la médecine aiguë, le soin de suite et rééducation, le domicile, puisque nous travaillons en lien avec nos collègues libéraux, ou les EHPAD, les centres de rééducation aussi, c'est-à-dire qu'on suit le parcours patient, le kinésithérapeute est présent à tous les stades. L'objectif, c'est de récupérer le plus rapidement possible l'autonomie du patient avec un retour à domicile le plus précoce, en lien bien sûr avec la communauté médicale pour adapter notre prise en charge, puisque la prise en charge cardio-respiratoire n'est pas la même en réanimation qu'en médecine, que dans la situation actuelle de monsieur, qui pourrait, fonction des examens et des évaluations, permettre de mettre en place un programme de réhabilitation et de rééducation cardio-respiratoire si nécessaire. Alors là, sur les images que l'on voit, on voit certains de vos collègues. Oui, c'est un acte de rééducation en réanimation. C'est une kiné respiratoire à 4 mains pour permettre à un patient, dans le cas présent, de ventiler et éviter, voire aider, puisque là, le kiné fait un geste pour vérifier une aspiration bronchique, puisqu'on fait une rééducation de la capacité respiratoire du patient pour assister au niveau médical à l'extubation et éviter les complications liées à l'immobilisation aussi. Il y a plusieurs versants d'action du kiné, que ce soit un versant thérapeutique immédiat en respiratoire, un versant de prévention des complications liées à l'immobilisation et un versant de réentraînement, réautonomisation dans la reprise de l'activité. Est-ce que j'imagine qu'entre le mois de mars et aujourd'hui, fin septembre, la façon de prendre en charge un patient à l'hôpital a évolué? Quelle a été cette évolution? Quelle est en définitive la connaissance que vous en avez aujourd'hui? Oui, il y a eu de l'évolution dans 2 principaux domaines, les thérapeutiques médicamenteuses et la prise en charge respiratoire. Les thérapeutiques médicamenteuses, il y a des médicaments maintenant dont on sait qu'ils n'ont aucune efficacité. L'hydroxychloroquine, par exemple, là, maintenant, on en est certain. Il y a eu tellement d'études qu'on aurait bien aimé que ça marche, mais il n'y a pas d'efficacité du tout de ce médicament. Il y a d'autres antiviraux qui avaient été aussi essayés, qui n'ont pas montré beaucoup d'efficacité. Maintenant, de plus en plus, on les utilise plus, en tout cas, par exemple, plus en France. Le remdesivir continue d'être testé, mais pour l'instant, c'est encore un traitement de test. Surtout, ce qui a fait une grosse différence, ce n'est pas un médicament actif contre le virus, c'est un médicament actif contre l'inflammation déclenchée contre le virus, parce qu'on s'est rendu compte qu'en général, quand les gens faisaient une forme grave, c'était une forme grave liée à une inflammation trop importante. Une réponse antivirale qui se fait d'une manière trop agressive, qui loupe sa cible en quelque sorte. Et cette inflammation devient délétère, non pas en détruisant les poumons, mais en tout cas en les empêchant de fonctionner. Et ce qu'on met maintenant presque systématiquement chez les personnes qui ont à la fois une atteinte respiratoire grave et de l'inflammation, c'est-à-dire presque toutes quand elles sont à l'hôpital, c'est un traitement anti-inflammatoire par de la cortisone. Et ça a permis dans certaines études de faire baisser la mortalité de 50%. Donc ça a vraiment été important. L'autre chose aussi, c'est la prise en charge respiratoire. En particulier, en réanimation, les réanimateurs ont appris à prendre en charge de façon un peu différente les gens, en termes de
de ventilation des poumons, d'apport d'oxygène, de rééducation précoce aussi par la kiné. Et même dans les services, on a appris depuis le printemps à aider les gens à respirer différemment pour passer un cap. Parce qu'effectivement, il y a un cap à passer de la 2e semaine et on a plusieurs moyens qu'on n'avait pas avant parce qu'on ne les connaissait pas pour aider les gens à passer ce cap. Mais par contre, ce qu'on n'a pas eu, comme je disais, c'est une molécule antivirale qui permette vraiment de stopper l'infection virale. Ça, pour l'instant, on n'en a pas encore. Cécile Réchaud, ces manœuvres pour mieux respirer, vous les avez expérimentées aussi tout au cours de ces mois? Oui, c'est une technique de base en kinésithérapie. C'est une technique que l'on connaît, que l'on adapte bien sûr, que l'on personnalise, parce qu'en fonction de chaque patient et de chaque examen médical de consultation, on ne fait pas la même mobilisation respiratoire et en fonction des bilans. Mais ce sont des techniques connues que l'on adapte et l'on adapte aussi aux techniques médicales, c'est-à-dire que notre prise en charge évolue quotidiennement en fonction de la récupération du patient parce que là, c'est une atteinte des muscles intercostaux qui permettent la capacité respiratoire et il faut adapter nos techniques en fonction de la récupération au fil du temps. Et on le voit sur ces images, là, vous voyez d'autres muscles qui sont aussi... Mobilisation, oui, ce sont des mobilisations articulaires pour entretenir toutes les mobilités articulaires et musculaires, toute la trophicité musculaire, pour ensuite reprendre une activité plus intensive. La grosse difficulté face à ces patients, c'était la grande fatigabilité qui était associée. Donc on ne peut pas se baser sur les mêmes critères temps que l'on a face à un patient habituel. Donc il faut adapter nos séances, les faire plus courtes et puis répéter, encourager et travailler. Voilà. Mais on sait faire. Fabien, c'est aussi ce que vous avez constaté, une grande fatigue. C'est ce qui était le plus marquant sur la longueur. C'est même assez inquiétant parce qu'il y a la fatigue physique, mais il y a aussi nerveusement, mentalement, intellectuellement. On a un temps de concentration qui se réduit à peau de chagrin, un temps d'éveil qui est ridicule. Et, bon, je le dis en souriant maintenant, mais à l'époque, ça m'inquiétait quand même vivement. Sur la télé que j'avais à l'hôpital, je me réveillais avec les lapins crétins, 10 minutes, le scénario c'était encore à ma portée. Scooby-Doo, 22 minutes, c'était déjà beaucoup trop long. J'avais beaucoup de mal. Et pour revenir à un niveau d'attention, de concentration, je suis informaticien dans la vie, pour être capable de rebosser, de refaire des programmes, il m'a fallu bien 4 mois, où je me suis imposé de coder un petit peu tous les jours, mais quelques minutes, puis 1 heure. Beaucoup de marche à pied, j'avais fait des exercices respiratoires à l'hôpital qui avaient plutôt bien fonctionné, qui me donnaient l'impression de récupérer un peu plus vite. Mais sortir de la fatigue et de tout ce qui va autour, en fait, c'est ça qui peut être très long. Et même si je suis d'un naturel sportif, que je déteste rester immobile, eh ben, sortir, marcher, c'était compliqué. Rester concentré sur une tâche pendant 1 heure, ne serait-ce que de suivre une émission à la télé, c'était compliqué. Donc j'imagine, pour les gens peut-être moins décidés, le temps que ça peut prendre et peut-être le désarroi que ça peut générer de se retrouver dans une situation comme ça, parce que c'est quelque chose, en tout cas que moi j'avais jamais connu, un tel état de fatigue, de délabrement intellectuel, et ça fait un peu peur. Ouais. Et 6 mois après, vous avez récupéré, vous avez l'impression d'avoir totalement récupéré? Pardon. J'ai récupéré à peu près tout. Le plus long, ça a été l'équilibre, bizarrement, qui est resté incertain longtemps. Je ne sais pas dire pourquoi. Et par contre, la respiration, c'est toujours pas le niveau d'avant, quoi. Je faisais beaucoup de sport d'endurance, donc j'ai des temps assez précis. Je sais combien de temps je mets au kilomètre. Et là, aujourd'hui, rien que de faire un footing, ça reste compliqué. Surtout les premières minutes, je ne sais pas pourquoi. Une fois que je suis chaud, ça marche. Bon, après, à côté de ça, je mène une vie normale. Pour les gestes de la vie quotidienne, j'ai pas de soucis. Je circule à vélo comme tout bon Grenoblois. Et j'ai pas de soucis pour ça non plus. Donc, j'ai pas de gêne particulièrement, mais il y a un avant, un après, quoi. Je suis encore dans l'après. Est-ce que ça reflète les témoignages que vous avez aussi de patients? En rééducation, totalement, puisque nous avons malheureusement
un peu de recul, et heureusement aussi, puisqu'on connaît de plus en plus les signes cliniques qui sont associés. Et on a des patients qui gardent longtemps des déficits, qu'ils soient neurologiques, musculaires ou cardio-respiratoires. Donc on réadapte des programmes de réentraînement à l'effort pour récupérer toutes ces séquelles. Et il faut être motivé, optimiste, on y arrive, on avance, mais c'est vrai que l'évaluation est importante puisqu'un patient peut paraître bien aux yeux de tout un chacun. Et quand on fait des bilans médicaux et de rééducation, on s'aperçoit qu'il reste encore des déficits et on ne peut pas abandonner. Donc il faut suivre, il faut continuer, il faut motiver le patient, ce qui n'est pas toujours évident parce que là, monsieur est spontanément et naturellement motivé. Mais on a certains patients qui ont du mal un peu à s'accrocher. Selon les comorbidités, selon les maladies associées, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et ce n'est pas forcément lié à l'âge. Professeur Epaulard, est-ce que Fabien peut de nouveau être contaminé par la Covid? Pour ce qu'on a observé pour l'instant, non. C'est-à-dire que l'infection que vous avez eue a généré chez vous une immunité, et ce qui explique que, comme d'autres personnes, en tout cas, on n'a pas observé, ou de façon très rare, il y a eu 2 cas publiés, de réinfection. L'inconnu, c'est de savoir combien de temps la protection qu'on a un peu après un Covid peut durer. Est-ce que ça va durer 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Les coronavirus précédents, le SARS et le MERS, n'ont pas été très informatifs là-dessus. En tout cas, on ne pense pas que les personnes contaminées au printemps puissent massivement se recontaminer cet hiver. Ce qu'on espère aussi, c'est qu'à partir de février ou mars, on aura les vaccins qui auront montré leur efficacité et leur innocuité, qui seront produits en doses suffisamment importantes pour être déployés en France comme ailleurs, et avec une immunité qui, là, durera peut-être plus longtemps que la maladie elle-même. Alors justement, pour l'instant, il n'existe pas de vaccin, donc, mais des scientifiques du monde entier se sont lancés dans la course contre le temps, à la recherche de ce fameux vaccin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 170 candidats vaccins seraient en cours de développement. Laurie Baillet a rencontré l'une de ces équipes en région grenobloise. Face à la pandémie de Covid-19, plusieurs propositions de vaccins sont actuellement en cours d'évaluation en France et à l'étranger. À Grenoble, une nouvelle formule vaccinale a reçu le soutien du ministère de la Recherche et de l'Innovation, le fruit d'une collaboration entre le CEA Leti et l'IAB, l'Institut pour l'avancée des biosciences de l'INSERM, et qui repose sur une technique déjà utilisée dans le cadre de la recherche vaccinale contre le VIH. L'idée de base est d'utiliser des petites gouttelettes lipidiques qui sont faites avec des lipides naturels. Donc, ces gouttelettes sont de la taille d'un virus, donc elles sont très petites, calibrées, et elles vont être prises en charge par le système immunitaire comme des virus. C'est une sorte de leurre. Et sur ces gouttelettes, il est possible de greffer des éléments du virus qui permettent donc de diriger la réponse immunitaire contre ces éléments-là. Nous fabriquons les particules au CEA Leti, avec cette possibilité de les fabriquer de façon industrielle, avec un transfert vers l'industrie donc. Et l'INSERM va lui valider biologiquement et de façon préclinique les particules. Cette technique est innovante, elle utilise des produits naturels qui facilitent la phase de production ici au cœur du CEA. Ces gouttelettes d'huile en fait, dans l'eau, qui est une sorte d'émulsion, donc ce sont des particules qui sont très stables. On va pouvoir être concurrentiel sur cet aspect-là, c'est-à-dire être obligé d'en injecter moins, donc en fabriquer moins, donc avec un coût moindre et une stabilité, une confiance plus grande dans le vaccin. Et donc une mise à l'échelle industrielle facilitée et donc un coût de production plus bas. Ce candidat vaccin grenoblois devrait être accessible pour des essais cliniques d'ici à fin 2021. Le ministère de la Recherche et de l'Innovation a soutenu 2 autres candidats vaccins en France, à Lille et Créteil. Alors ce vaccin, comme d'autres, il peut être efficace à un instant T avec un virus. Est-ce que le virus de la Covid-19 pourrait avoir muté ? C'est un virus qui fait partie de ce qu'on appelle les virus à ARN, c'est-à-dire que son information génétique est codée de façon un peu instable. Il y a des virus de ce même groupe qui mutent beaucoup. La grippe, par exemple, ou le VIH. Heureusement, ce n'est pas le cas du coronavirus. Les coronavirus sont des virus finalement
relativement stables, qui n'ont pas beaucoup changé. Il y a un gros travail qui est fait là pour suivre les séquences du virus à travers le monde, parce qu'on voulait voir par exemple s'il y avait différentes souches de virus dans différents pays, ou bien voir s'il y avait différentes souches de virus associées à différents signes de gravité. Et en fait, ce n'est pas le cas. On a eu très peu de modifications du virus. Encore une fois, c'est une chance parce que ça veut dire que quand on va développer, les vaccins qu'on développe actuellement seront efficaces contre le virus qui aura par exemple à la fin de l'hiver, si c'est à la fin de l'hiver qu'on a les vaccins. Donc oui, les vaccins qu'on développe actuellement, il y en a, si je mets de côté le vaccin russe, il y en a 8 qui sont en phase 3, donc la phase la plus avancée chez l'humain. On espère avoir les résultats de ces phases 3 d'ici la fin de l'année. Et donc, si à la fois ils ont montré leur non-dangerosité et leur efficacité, pouvoir produire en dose suffisamment importante pour vacciner des millions de personnes. Est-ce que ça pourrait être une efficacité totale? Parce que on entend aussi dire que ça pourrait être un vaccin qui va simplement calmer un petit peu la Covid dans un premier temps. Non, l'inconnu qu'il y a, c'est est-ce que c'est un vaccin qui va être efficace à 50%, c'est-à-dire qu'il empêche un cas sur 2, on serait déjà très content, ou bien efficace à 80%, c'est-à-dire qu'il empêche 4 cas sur 5, ou bien à 100%. Des vaccins efficaces à 100%, on en a. Là, quand on regarde ce qu'il y a eu chez l'animal, par exemple, ou bien quand on regarde les essais cliniques, quand on regarde le type d'anticorps qui est produit, on ne sait pas si ce sera vraiment un vaccin efficace à 100%. Mais déjà, si c'est un vaccin qui est efficace entre 50 et 80%, qui permet d'éviter un cas sur 2 ou 2 cas sur 3 ou 3 cas sur 4, par exemple, ce sera déjà très, très intéressant. Est-ce qu'il faut se faire vacciner contre la grippe cet hiver ? En tout cas, on recommande que les personnes qui doivent recevoir tous les ans le vaccin contre la grippe, ou bien qui doivent être vaccinées contre le pneumocoque, une bactérie qui, comme son nom l'indique, fait des pneumonies, elles reçoivent le vaccin. Le message, c'est pas tellement de dire à tout le monde vaccinez-vous contre la grippe, y compris les gens qui n'ont pas de problème de santé, parce que la grippe, le vaccin est recommandé aux personnes qui ont des problèmes de santé, ou bien les femmes enceintes. Mais c'est plutôt qu'effectivement, toutes les personnes qui ont une maladie cardiaque, respiratoire, neurologique, hépatique, les personnes en surpoids, les personnes qui ont des traitements pour des maladies auto-immunes ou des maladies inflammatoires, que toutes ces personnes qui, normalement, doivent recevoir le vaccin antigrippal, reçoivent vraiment cette fois-ci de manière large ce vaccin. L'idée, c'est que s'il y a moins de personnes qui ont la grippe, ça fera d'autant moins de personnes avec de la fièvre et des signes respiratoires et chez qui on se demandera, mais ça, c'est la grippe ou c'est une Covid ? Aujourd'hui, il existe les tests PCR pour savoir si on est ou non atteint du Covid. À partir de ces tests, si on est positif, on établit un certain nombre de cas contacts. Comment devient-on cas contact ? Est-ce qu'il suffit de se tenir à côté d'une personne pendant 3 minutes, de lui dire bonjour de loin ou de manger dans la même assiette ? C'est quoi les cas contacts ? La définition de cas contact, ça dépend effectivement de la contagiosité. Plus une maladie est contagieuse, plus on dira facilement autour d'un cas, telle ou telle personne son contact. Pour le SARS-CoV-2, pour le coronavirus de la Covid-19, on considère qu'il faut être à moins d'1 mètre sans masque pendant quelques minutes. Alors après, ce sera particulier peut-être de dire « mais moi j'étais plus près, mais pendant un temps plus court ». Effectivement, on peut réfléchir comme ça. Après, dans le doute, il vaut mieux être testé. Mais si on est masqué, par exemple, on considère qu'il n'y a pas de risque. Si on porte un masque chirurgical ou un masque en tissu, on considère qu'il n'y a pas de risque. Et que donc, si on a été avec des personnes qui étaient masquées, ces personnes-là, ce n'est pas nécessaire qu'elles se fassent tester. Par contre, si on est resté à table ou au bar pendant une demi-heure ou 1 heure avec des personnes et qui n'étaient pas masquées, et que soi-même on est positif, il faut le dire à ces personnes de manière à ce qu'elles puissent avoir à leur tour un test. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a dit dans son discours du 17 septembre, les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Il a raison ? En fait, c'est vrai pour toutes les maladies infectieuses. On procède par cercle, c'est-à-dire si on a un cas, on regarde dans le cercle autour de ce cas s'il y a des gens positifs. Et s'il y a des gens positifs,
à nouveau, on fera un cercle autour de cette personne pour explorer s'il y a des personnes qui ont pu être contaminées. Mais on ne va pas faire effectivement de mesures particulières pour les contacts de contact. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Vincent. Merci Marie. Merci d'avoir participé à cette émission. Est-ce que je peux rajouter un dernier message ? On entend actuellement circuler parfois des avis disant les vaccins contre la Covid sont développés de manière trop rapide, on va être des cobayes, c'est fait dans la précipitation. Et donc, je voudrais simplement rappeler aux gens qu'actuellement, ces vaccins sont faits non pas dans la précipitation, mais dans une certaine urgence parce qu'on veut aller vite, mais on ne veut pas aller vite au mépris des règles habituelles. Et les règles habituelles pour un vaccin, c'est 1, être sûr qu'il ne fait pas de mal, et 2, être sûr qu'il a une efficacité. Et donc, les vaccins qui seront disponibles, j'espère, en février, peut-être en mars, c'est qu'ils auront passé suffisamment de barrières pour pouvoir être recommandés. Et donc, quand ces vaccins vont être disponibles, vraiment, j'invite les personnes qui pourront les recevoir, en particulier les gens qui risquent de faire une forme grave, à se faire vacciner. On sait quel coût, s'il sera pris entièrement en charge par la sécurité sociale ? Oui, je pense que de la même manière que les tests ont été pris en charge à 100%, le coût du vaccin, je pense, sera pris en charge à 100%. Merci professeur Epaulard, une précision qui méritait d'être dite. Voilà, vous pouvez retrouver ce check-up en replay sur télégrenoble.net. Nous aurons certainement l'occasion de reparler de la Covid dans de prochaines émissions. En attendant, portez-vous bien. Merci encore et à bientôt. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.